Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/ad-free podcasts. That's amazon.com/ad-free podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Mais on n'a jamais vraiment parlé du côté financier de la chose. C'était plutôt le rapport à combien de personnes tu manages, quel niveau de risque tu veux vivre au quotidien, quel niveau d'emmerde aussi tu veux vivre au quotidien. Parce que plus tu grossis vite, plus tu gères un nombre d'emmerdes colossales au quotidien. Donc c'est plus ça, tu vois, c'est quelle boîte je veux faire, mais au sens quel quotidien j'allais dire je m'inflige. C'est un peu violent, mais dans quel quotidien je choisis d'avoir. Et je pense que c'est de ça qu'on parlait, tu vois, un truc un peu plus tranquille. Et a posteriori, je comprends maintenant, tu vois. Comment ça, tu comprends ? Bah, je me dis que là, à presque 40 ans, c'est un quotidien un peu moins intense et un peu plus tranquille, j'allais dire pépère, encore une fois, mais je comprends que c'est pas idiot non plus, tu vois, de pas vivre dans le stress permanent, dans la course à l'échalote, dans la tension, l'intensité. Mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, j'étais boulimique d'intensité. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Alexandre Belliti. Salut Alexandre. Salut Flo. Ça va ? Ouais. Enfin, c'est Fab d'ailleurs. Ouais, c'est Fab, Flo. C'est comme Fab. tu veux, pas de problème. Comment tu vas Alexandre ? Ça roule et toi ? Ça va bien. Merci de venir parler dans Histoire d'argent. Ben merci de me recevoir. Est-ce que on peut dire qu'on a fait un coaching ensemble ? Ah ben on peut, parce que c'est littéralement le cas. Non mais je sais pas, il y a peut-être des gens qui veulent pas que ça se sache. Tu sais, l'argent c'est un tel tabou potentiel que. Non, on peut y aller. Et en fait, t'es le patron fondateur d'une boîte qui s'appelle Clini. Clini, ouais, exactement. Qui est une entreprise de nettoyage, c'est ça ? De propreté industrielle, nettoyage de bureaux spécifiquement. Que tu fais que tu as lancé il y a 13 ans, c'est ça ? Ouais, 13 ans, c'est la 13e année. Espérons qu'elle nous porte chance. T'es superstitieux ? Du tout. Ok. Donc cette boîte marche bien, hein. Tu peux nous en parler un peu ? Donc 13 ans d'existence, fondée en 2012. Aujourd'hui, c'est 11 millions de chiffre d'affaires, rentable, après avoir passé une petite période de levée de fonds et d'EBITDA négatifs, mais on est de nouveau de retour à la rentabilité et 500 collaborateurs aujourd'hui. Waouh. Donc c'est du monde, quoi. Donc 95% sont des agents d'entretien. Donc ouais, c'est du monde. C'est beaucoup de monde. Ouais. Et
pourquoi t'as eu envie de venir parler dans l'histoire d'argent? Parce que pour le coup, c'est pas moi qui t'ai proposé, hein, c'est toi qui es venu dire hey, vas-y, je veux bien venir. C'est vrai. Écoute, après notre coaching, je me suis dit que je serais ravi de venir parler un peu plus en détail de tout ce qu'on... Enfin, non, en détail d'ailleurs. De venir parler avec toi au micro de tout ce qu'on a évoqué, parce que je trouve ça passionnant. Et j'adore ton podcast. Je t'apprécie aussi toi, donc c'était un moment aussi... C'était une excuse pour venir prendre un café aussi. Venir prendre un café et venir me mettre à poil. On s'est rencontrés un peu par hasard dans une soirée où tu es venu me parler tout de suite de tes prises de tête en rapport avec l'argent. Tu te souviens un petit peu de ce qu'on s'était raconté pendant ce soir-là? Ouais, très bien. Alors du coup, je me souviens très bien de cette soirée. C'est notre ami Vincent qui m'a dit il faut absolument que tu ailles parler à ce mec, vous allez bien vous entendre. On n'a pas loupé parce qu'on a passé 3/4 de la soirée ensemble. Mais à l'époque... moi, je suis dans une situation perso où j'ai fondé une boîte il y a 13 ans. Je n'ai jamais, en bon jargon start-upper, réalisé mon investissement en temps, puisque j'ai pas fait d'exit, pas de cash out. Donc j'ai... Pour les gens qui n'ont pas d'exit, pas de cash out, c'est juste t'as pas vendu ta boîte et t'as pas revendu une partie de tes parts à un investisseur ou à un potentiel racheteur, quoi. Exactement. Ouais. Je n'ai vendu de mes parts ni tout ou partie. Donc les parts de ma boîte sont juste parties dans des levées de fonds, donc qui sont allées dans la boîte elle-même et pas dans ma poche. Voilà. Donc je me retrouve dans une situation perso qui est particulière sans être dramatique, mais qui me génère moi des petites sueurs froides dès que ma boîte a le moindre problème, un client qui se barre, tous les problèmes que l'entrepreneuriat peut nous mettre sous la dent. Exactement. C'est que, étant endetté dessus, dès que ma boîte a un petit soubresaut, j'ai l'impression que je vais finir sous un pont et que je vais embarquer ma famille avec moi. Donc ça me génère un stress que tu peux deviner, qui n'est pas rationnel. J'ai fini par le conscientiser. En tout cas, pas totalement. C'est un worst case scénario en bon français qui pourrait évidemment advenir parce que les boîtes vont parfois au tapis, mais la mienne, elle va plutôt bien. Donc dans un horizon de court terme, c'est pas rationnel. Et pourtant, c'est une crainte qui fait que je me tape une insomnie par mois quand tout va bien et par jour dans les périodes de crise. Donc je suis venu te voir pour te parler de ça et mieux appréhender le rapport à l'argent. Et puis on avait aussi, je me dis pas de conneries, on a aussi parlé de l'argent dans le couple à ce moment-là. Tout un sujet. C'est une verticale spécifique de ton accompagnement. Donc voilà, c'est deux sujets passionnants. Et puis qu'est-ce que l'argent dit de nous? Je crois qu'on avait parlé de Christian Junod aussi. Ouais, tout à fait. Monsieur passionnant. Dont j'avais lu le livre et en fait tu as cette connexion, tu as le rationnel et l'émotionnel qui sont pour moi en tout cas très difficiles à connecter quand on parle d'argent parce que t'as beau être méga rationnel sur certains sujets, te dire que t'as ce qu'il faut, que t'as parfois des peurs viscérales qui remontent et que t'as du mal à rationaliser du coup et c'est mon cas et c'est encore mon cas aujourd'hui hein. J'ai encore un petit bout de chemin à faire sur le sujet. Disons qu'on a bien bossé dans le coaching mais que comment dire, il y a du taf. Je vais me tatouer mes notes sur le bras comme ça. Mais c'est ça aussi, c'est que c'est intéressant parce que je t'ai vu à un moment donné du coaching un peu décroché, c'est-à-dire que pour moi ce coaching il sert si vraiment tu vas faire le taf et que tu y vas quoi, tu vois. Et j'ai senti aussi que t'étais pris dans ton quotidien, tu vois, et c'est normal hein. Et qu'il y a des peurs derrière, tu vois, et qu'il y a des peurs et qu'il y a des... oui, c'est un sujet sensible pour plein de gens et pour toi aussi, quoi. Et c'est sûr que c'est compliqué de venir te dire, ok, je vais le prendre et je vais le faire et je vais le faire à fond. D'ailleurs, maintenant, tu vois, mes clients, je leur dis, en fait, j'ai besoin d'avoir 3 mois où vous allez être dispo, quoi, tu vois. J'avais une cliente juste avant toi qui avait un gros client... pendant les JO, et en fait elle me disait on peut commencer, j'étais là non, d'abord on va laisser passer ton client et les JO là, puis on verra après parce que il y a besoin de temps quoi. Ouais. Après au-delà de la disponibilité, t'es tombé sur un cas spécifique parce que je suis quand même l'un des champions du monde de savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire pour autant. C'est pareil dans le sport, c'est pareil avec la bouffe, c'est pareil avec plein de trucs. J'ai beau avoir le plan de jeu, parfois je freine des cas de fer et tu sais pourquoi alors? Oui, peur de l'échec, peur de plein de peurs viscérales, quoi, peur de la mort, peur de trucs et des trucs réjouissants, mais je pense que là, en ce qui nous concerne, la
peur de l'échec et puis la peur de l'abandon aussi, parce qu'on en avait un peu parlé, mais l'un des sujets, il est familial, notamment avec mon père. Donc c'est des trucs, des confrontations que parfois t'oses pas t'infliger, quoi. On va en parler. Mais avant ça, j'aimerais bien te poser la première question que je pose à tous mes invités. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ? Spontanément, mon cerveau rationnel te dirait un moyen. Donc quelque chose d'assez neutre. C'est un média qui permet d'échanger un truc pour un autre. Ok. Factuellement, je pense que c'est quand même une forme de liberté. C'est un statut social. C'est un objectif. Et c'est rien du tout aussi. C'est-à-dire ? Bah, c'est une somme de parts, c'est exactement ce que t'en fais, en fait. Moi, je suis admiratif des gens qui s'en foutent, tu vois. J'ai des potes qui sont universitaires, dont l'objet de vie n'est pas du tout lié à l'argent, et l'argent est plus une contrainte qu'autre chose. J'ai d'autres potes qui sont dont le seul objectif de vie est d'accumuler au maximum. Et dans mon quotidien, je rencontre plein de profils et j'essaie de regarder. Et moi, je sais pas exactement où je me situe. J'ai, comme dans plein d'autres domaines, le sentiment d'être schizophrène. C'est que je dis à qui veut l'entendre, ma femme la première, que je me fous de l'argent et que c'est pas un sujet pour moi. Et c'est vrai que dès que je ne thésaurise absolument pas. Dès que j'en ai, je le claque. J'adore dépenser de l'argent pour les autres. Et en même temps, comme je te disais, c'est un truc qui me fait me réveiller la nuit. Parce que j'ai peur d'en manquer. Donc, je continue de travailler sur le sujet pour savoir exactement où je me situe par rapport à cet objet-là, parce que j'ai vachement de mal à l'appréhender. Ça génère beaucoup de sentiments très paradoxaux chez moi. Et tu dirais que tu y projettes quoi alors quand c'est négatif, entre guillemets ? Quand c'est négatif, c'est très lié à la peur de manquer. Du coup, la peur de manquer et toutes ces déclinaisons, c'est embarquer ma famille dans une mouise colossale. C'est une perte de statut social. C'est une perte de valeur, au sens propre du terme, hein, de la valeur que je peux avoir aux yeux de certaines personnes, aux yeux du monde. Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts, included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/ad-free podcasts. That's amazon.com/ad-free podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. J'allais dire la peur de manquer de ce dont j'ai besoin moi, mais à chaque fois que je recentre sur ma personne, je m'en tamponne, parce que j'ai la conviction profonde, et ça qui me rassure d'ailleurs, que moi, si j'étais seul, je pourrais vivre n'importe où, n'importe quand, et j'ai vraiment pas de besoin particulier. Ok. Mais dès que ça touche aux autres, dès que j'embarque dedans ma femme, mes enfants, là ça me terrifie. On a déjà parlé à ta femme sur le fait que est-ce qu'on pourrait se barrer et tout reprendre à zéro, machin ? Elle n'est absolument pas à mettre dans cette équation pour le coup, parce qu'elle est hyper supportive, et je sais que c'est pour le coup pas un sujet au sens où ma valeur n'est absolument pas liée à l'argent à ses yeux. Donc c'est très rassurant, mais pareil, j'ai du mal à rationaliser ça, tu vois. Ah ouais. C'est que je dis comme si je mettais dans sa bouche un truc qui n'a jamais été évoqué. Après, t'as aussi tout le contexte statut social. Tu vois, moi, j'ai fait un lycée en Paris. J'ai dans un écosystème plutôt privilégié. Je vis dans un monde où l'argent, les gens en ont autour de moi, en tout cas, n'en manque pas, en tout cas. Et potentiellement, si demain je venais à en manquer, est-ce que je perdrais des amis ? Est-ce que je perdrais
Et du coup, la question qui me vient naturellement là, c'est est-ce que si tu perds des amis pour cette raison-là, c'est des amis? Très bonne question. C'est une bonne manière de faire le tri aussi. Donc, tu vois, mais je te dis, la connexion entre mon cerveau rationnel et mon bide, ce sentiment, ce gut feeling là qui vient parfois me terroriser, elle est très difficile à faire pour moi. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une partie de toi qui a besoin de... Tu sais, comme je crois qu'aux US, ils disent keep up with the Joneses. Tu sais, genre, c'est une expression qui veut dire, réussir à être au niveau de tes voisins, tu sais. Genre les Jones. Ouais. Ah. Et donc, c'est peut-être moins les voisins que aussi tes amis et ton entourage, quoi, tu vois. Ouais, la comparaison, bien sûr. Bah, oui, évidemment, moi j'ai été éduqué là-dedans toute ma vie. Historiquement, très compète dans le sport, dans la vie. J'ai des potes qui sont plutôt forts et je suis dans un écosystème où les gens performent. Enfin, la performance est très, très présente dans mon quotidien et on se compare. Et je fais partie de clubs d'entrepreneurs dans lesquels ça se tire la bourre pas mal, que ce soit dit et conscientisé ou pas, mais dans tous les cas, t'as quand même un concours de kékette géant au quotidien. Et fatalement, moi, j'ai toujours été plutôt comme ça, plutôt dans la perf, plutôt dans le sport, le machin, avec un rapport à l'échec assez frustré. Pas très bon joueur en général dans la vie. Un peu tête de con sur les bords. Et je me suis soigné, mais c'est quand même très très présent. Un état d'esprit très, je veux dire, masculin, mais je pense que c'est assez vrai. Hein, tu vois, t'as dit concours de kékette, je me suis dit, mais il n'y a pas de meuf dans votre boys club? Moi, j'étais en internat de mecs. Tu vois, j'ai fait 3 ans d'internat de mecs et je me suis fait des super amis là-dedans, dont plein sont maintenant devenus entrepreneurs. Il y a un état d'esprit très, très tourné autour de ça aussi. Hein. C'est peut-être malheureux à dire, c'est pas très 2025 comme truc, mais c'est factuel. Et du coup, ça crée une angoisse, de pas performer. Enfin, tu vois, devenir le mec épanoui qui élève des chefs dans le Larzac, pour utiliser un autre cliché. C'est vrai que socialement, ça aurait un impact, quoi. En tout cas, c'est ce que je prétends, je pressens. Mais, ou alors peut-être tu leur montes la voie. À savoir, est-ce que les gars, le bonheur est dans le Larzac. Est-ce que tu es prophète ou est-ce que tu es toujours... mais paria? Ouais, mais ça revient aussi à une forme de définition limite plus philosophique qui est, en fait, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie à ce moment-là? C'est quoi réussir sa vie, quoi? Si c'est les chèvres qui t'appellent dans le Larzac. On en parlait autour du café que tu m'as offert en préambule de ce podcast. Tu n'étais pas nu, hein, du coup. Mais les références externes versus les références internes, tu vois. C'est de quoi moi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie. Et c'est vrai que mon histoire perso historique, quand j'y réfléchis, et quand je pose, parce que en partie grâce à toi, je me suis mis à écrire aussi ce qui me passait par la tête. Il y a beaucoup de trucs que j'ai fait pour le regard des autres. Tu vois. Ah ouais. Ouais, notamment tout ce qui traite de l'argent dans ma boîte, en tout cas au niveau professionnel, lever des fonds, il y a beaucoup un truc très statutaire, très. T'es allé chercher des fonds aussi pour te dire, ok, c'est une façon d'être dans le game, quoi. Pour permettre à ma boîte de faire de l'hypercroissance, de grossir, d'atteindre une taille significative, pour moi devenir le patron d'une plus grosse boutique, pour avoir un poste de CEO et pas de président d'une boîte de propreté. Il y avait tout un truc statutaire, dans très objectif. Il y a un moment où moi j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire des trucs. Et c'était pas vraiment me prouver, c'était prouver au monde que j'étais pas juste le petit patron d'une boutique de propreté, tu vois. Et donc l'argent est venu comme béquille à ma quête de profondeur entrepreneuriale, qui était en fait une profondeur très superficielle, mais... Donc t'es venu chercher de l'argent, et c'est pour ça que tu parles de béquille, c'est ça? C'est-à-dire que t'es venu te servir de l'argent, entre guillemets, pour venir t'acheter un statut. Exactement. Ok. Exactement, c'est très bien résumé. Et comment tu le vis avec le recul? Si je me croisais il y a 13 ans, je me mettrais une petite tape sur la joue et je me dirais que c'est mignon, quoi. Non, mais franchement, je me regarde avec beaucoup de tendresse. Je trouve ça pas forcément optimal comme manière de voir le monde, fatalement, mais avec un conditionnement tel en amont que j'avais pas tellement d'alternatives. Et aujourd'hui, je pense que le chemin est fait dans l'autre sens. En tout cas, je suis en train de le faire. J'ai envie de le faire et je me rends compte que ce conditionnement-là, il est pas juste de mon fait. Enfin, c'est pas que mes parents, mes potes et mon lycée, tu vois. Il y a quand même tout un système qui t'explique que si tu fais pas
si t'es pas dans la perf, si t'es pas quelqu'un de ouf, tu vois. Donc et ça, maintenant je vois que je suis ravi de voir que c'est de plus en plus challengé, que je suis très friand de voir des gens très heureux avec des vies qui sont pas forcément tournées vers faire des millions, et puis qui sont très centrés, très ancrés. Tu vois, je vais beaucoup à la montagne, je rencontre beaucoup de gens de la montagne, et purée, tu prends des bonnes grosses claques, quoi. C'est très très inspirant de voir des gens qui se kiffent toute la journée et qui ne parlent pas de pognon toute la journée. Et alors c'est marrant parce que tu vois, moi, dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai tout fait pour éviter l'écosystème des startups, justement, parce que comme j'étais sur le web, j'aurais pu rentrer dans ce game sans aucun problème, mais j'avais tellement peur de l'argent était tellement sale pour moi, enfin j'avais pas peur de l'argent, mais l'argent était sale, que clairement, en fait, tous ces gens étaient sales, quoi, tu vois, donc je voulais surtout pas y être. Intéressant. Et tu vois, en vrai, j'ai jamais voulu être dans ce game, ça m'intéressait pas, c'était juste, ok, ouais, vous voulez juste monter des boîtes pour gagner de l'argent, quoi, un sup. C'est marrant. C'est marrant parce que moi, je le voyais pas comme ça. Je le voyais comme un groupe, il y avait un rapport au jeu aussi. Dans le fait de... Aux jeux vidéo, tu veux dire le high score Ouais, ou de gamifier un peu l'entrepreneuriat en étant jeune, avec une approche différente, avec une approche plus... tu vois, il y a le mot hack, tu vois, qui est très lié à la gamification. J'ai toujours vu l'écosystème startup comme un groupe de mecs un peu pirates. Effectivement, c'est vraiment une vision très naïve du truc, mais quand je me souviens, quand j'ai démarré et quand j'ai découvert l'écosystème startup... Et les start-upers, je voyais vraiment un groupe de mecs avec beaucoup d'énergie, effectivement un concours géant, mais aussi un rapport au jeu et un rapport à la gamification, d'un truc que je trouvais un peu plan-plan à la base. Parce que moi, ma vision d'entrepreneuriat avant, c'était plus ma famille, enfin mon père, mon grand-père, et des boîtes sur 35 ans, 40 ans... Et t'entreprends pas, il y a pas le côté je monte, je lève, je fais de l'hypercroissance et j'exite. Donc je vends ma boutique et je suis retraité à 35 ans, tu vois. Ça, il y a pas que l'argent dans ce truc que je décris là, il y a aussi le côté c'est un peu t'as craqué le truc, tu vois. Ouais, je comprends. Je trouvais ça très marrant. Et le fait d'être à la retraite à 35 ans, c'est ça aussi le truc, c'est de gagner des années de vie, quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il y a derrière ce truc-là, parce que ça vient en buter avec plein de principes de se lever le matin, de faire des choses de sa vie, d'apprendre, de construire. Donc être à la retraite au sens, si par retraite on entend oisiveté, non. Mais le côté, je me suis affranchi. Là pour le coup, ça rejoint le rapport à la liberté. C'est avoir de la fuck you money, on en avait parlé. À 35 ans, c'était un idéal. A posteriori, je dirais un peu à la con, mais t'as un rapport à la liberté qui était jouissif. De pouvoir dire, en fait, j'ai 35 berges, je fais ce que je veux et je vous emmerde. Mais du coup, c'est très revanchard. Oui, ça vient d'un endroit qui est plein de colère, quoi. Qui est plein de... C'est clair. Et puis surtout, désolé, mais l'argent n'a rien à voir avec la fuck you money, quoi. C'est juste, encore une fois, c'est un peu ce truc de... C'est sûr. J'ai réussi à... Mais tu vois, c'est marrant aussi parce que pour moi, il y a... Comme on vient toujours caler le travail avec la relation à l'argent, avec le rapport à l'argent, en fait, tu peux... Une fois que tu as gagné des millions d'euros et qu'en fait, tu es tranquille et que potentiellement, tu as plusieurs générations devant toi qui sont tranquilles aussi, enfin devant toi, tu peux aussi venir dissocier le travail de l'argent. Ouais. Et ça change complètement le rapport au travail. C'est clair. C'est clair, mais est-ce que le prérequis, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus y penser quand tu travailles ? Je crois que c'est suffisamment d'argent pour pouvoir vivre de tes besoins aujourd'hui que tu as, quoi, tu vois. Ouais, je trouve intéressant d'arriver à se conditionner sans la contrainte d'avoir fait suffisamment d'argent. Ah, je suis d'accord. Mais pas facile. Oui, toi, je sais. Mais ouais, j'ai déjà essayé de faire l'exercice de me dire est-ce que tu te comporterais pareil si t'avais X centaines de milliers ou millions d'euros sur ton compte ? Et parfois la réponse est oui, parfois non, parce que t'as une contrainte qui est de délivrer, d'assumer, de porter une famille. En fait, ton rapport au risque change avec les années. De porter une famille. Moi, c'est t'as très beaucoup lié, ce truc de responsabilité. Ouais, bien sûr. Parce que
j'ai vu mon rapport au risque évoluer entre quand j'étais seul, sans contrainte, et par la suite, tu vois, tu joues plus de la même manière quand, tu vois, tu peux faire des conneries en bagnole et rouler à 200 quand t'es tout seul dans la caisse. Et quand t'es tout seul sur un circuit. Sur un circuit, oui. Attends, mais tu vois, je ne fais pas ça parce que je me fous des bagnoles. Je ne roule pas à 200, j'ai bridé la mienne à 130. Mais tu vois, l'idée, quoi, c'est que tu te comportes pas de la même manière suivant que t'es seul dans l'équation ou que t'as 2, 3 personnes qui comptent sur toi aussi. Donc, t'as cette notion de responsabilité qui est très forte chez toi. Ouais, mais qui confine au paternalisme aussi. Parce que c'est... Un peu, c'est-à-dire que... Bon, après, je suis père, donc je ai le droit de paternel avec mes enfants. Ouais, mais bon, après, t'as des petits-enfants, tu vois, donc ils sont encore petits, mais pour moi, il y a aussi un truc où c'est intéressant d'aller voir comment les autres viennent se positionner une fois que toi-même, t'as décidé de lâcher les trucs sur lesquels t'étais en tension depuis des années, quoi. Ouais. Bah, ça, cette logique un peu systémique de se dire que la nature est horreur du vide et que si je lâche des places, d'autres viendront s'insérer et que ça se passera bien. Ça vient en buter avec mon côté contrôle fric qui est quand même assez présent. Et le lâcher prise, moi, c'est pas naturel du tout. Je crois que les gens avaient compris. Ah bon? Mais on va en parler. C'est quoi un souvenir marquant que tu aurais dans l'enfance en rapport avec l'argent? Mais je crois qu'on en a déjà parlé, mais j'ai pas tellement de souvenirs liés à l'argent dans l'enfance. Si, le truc le plus marquant, qui est pas directement lié à l'argent, mais quand même, c'est que je viens d'une famille où, du côté de mon père, c'est relativement aisé, et où il y a un appartement à 2 rues de chez mes autres grands-parents, donc côté maternel. Donc j'ai toujours vécu entre 2 maisons, une que j'appelais la grande maison et l'autre la petite maison quand j'étais tout petit. Et pour le coup, mes grands-parents côté maternel vivent dans un appartement qui fait genre 30 mètres carrés et ils vivaient à 6 dedans. Et j'ai jamais moi conscientisé ça parce que quand t'es gamin, ton choix, tu vas chez tes grands-parents, tu vas chez tes grands-parents, tu les aimes pareil. Il y a pas de taille de maison importe peu. Et donc j'ai toujours vécu entre ces deux maisons-là, avec ces 2 approches-là, avec autant d'amour d'un côté que de l'autre. Et sans jamais trop conscientiser ce truc, c'est beaucoup plus vieux que je me suis rendu compte du gap social et de moyens financiers entre les deux. Et voilà, je dirais que c'est un de mes souvenirs d'enfance, c'est que pour le coup, ça n'a absolument aucun impact sur un enfant. Que l'argent et l'amour n'ont pas de lien du tout. Voire le lien qu'il pourrait avoir est un peu merdique potentiellement. Donc ouais, je dirais que c'est ça le... Non, parce que tu me racontais que ton père t'achetait tout à l'adolescence. Tout, c'est dire beaucoup, mais non, le sentiment que j'avais jeune, mais que je challenge beaucoup avec les années qui passent, c'est qu'il y avait une transaction qui était faite entre le temps passé et l'investissement et l'argent. Donc c'était plus facile de me faire un virement que de passer du temps avec moi. Ce qui est... Je me rends compte que j'avais beaucoup de colère en moi à cette époque-là, donc je me suis peut-être inventé des faux souvenirs, ou en tout cas j'ai peut-être intensifié des souvenirs merdiques. Ou des... c'est un ressenti en tout cas que t'avais, quoi. C'est un ressenti que j'avais, mais qui pour plein de raisons, quelques prises de position de ma mère aussi, plus jeune, tu vois, des trucs qui font que tu peux construire un narratif qui ne transcrit pas forcément la réalité matérielle des faits. Et je me rends compte aujourd'hui, en reparlant, en revivant certaines scènes, que j'ai peut-être un peu amplifié certaines approches, certaines manières de faire. Mais il y a quand même toujours eu une forme de pudeur. Et en revanche, sur le côté financier, oui, ok, je serai là pour t'aider, quoi. En gros, t'aurais préféré que ton père te dise je t'aime et te fasse un gros câlin? C'est certain que c'est un truc qui manque. Que quand tu vis dans une famille où les hommes entre eux ne se disent pas je t'aime, ne se font pas de câlins, déjà moi, à titre perso, j'ai complètement switché ce truc-là, notamment avec mes potes, où on est pour le coup très dans l'affect, très, très expansif. Donc j'ai pris le contre-pied total de ce comportement qui, moi, m'a carencé vachement affectivement jeune. Et il y a un lien logique qui s'est fait avec ce que du coup, comme je disais, je challenge, mais entre
s'il n'y a pas ça, au moins, il peut y avoir un peu d'argent, tu vois. Est-ce que c'est vrai ? Je ne suis pas certain. C'est une discussion que j'aurais en privé. Mais ouais, c'est un truc qui m'a longtemps un peu pesé. Tes parents, ils viennent de quel milieu social ? Tu disais que t'as grandi à... Ma mère très pauvre. Et ma grand-mère était femme de ménage. Mon grand-père était à l'usine chez Renault, côté maternel. Et du côté paternel, immigré... qui a entrepreneur du coup et qui a fait une belle carrière dans la plomberie et puis ensuite la promotion immobilière et du coup qui s'est construit une vie avec une forme de prospérité financière à terme, avec beaucoup d'estime de soi aussi parce que construit de ses propres mains, de rien quoi, arrivé à 18 ans de Tunisie et il a fait sa boutique avec ses potes. Et moi, ouais, j'ai toujours eu beaucoup de fierté à cet endroit-là. Et c'est ce qui m'a donné l'amour de l'entrepreneuriat. C'est cette forme de liberté, de j'ai rien, je construis, et d'une pure volonté, j'arrive à créer en tout cas une richesse matérielle et une prospérité familiale que j'ai trouvé ça. C'est la partie de l'entrepreneuriat que je trouve exceptionnelle. Donc, quelque part, tu as reproduit un peu l'histoire entrepreneuriale de ton père, c'est ça ? Mon père, de mon grand-père. Ouais. Mais tu disais qu'il y avait un côté un peu... justement entreprise à la papa, c'est ça, et que tu voulais un peu sublimer ça en passant par le système le système start-up quoi, c'est ça ? Ouais. En fait, j'ai commencé par reproduire ça, donc il y a mon père, mon grand-père et mon oncle aussi, parce que mon oncle a une boîte de propreté, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me prenant chez lui pendant quelques mois après mes études, et que j'ai toujours vu effectivement prospérer de manière ostensible, enfin il est ostentatoire, où il roule dans des belles bagnoles. Et donc au début j'ai reproduit ce truc-là un peu à la papa, donc avec une boîte plutôt opérationnelle, institutionnelle, industrielle. Et en 2014, début 2015, c'est l'époque où t'as l'arrivée de certains médias type Madines, il y avait d'autres médias qui se sont créés à cette époque où des médias dédiés à l'écosystème startup. Ouais. Et une promotion de plus en plus forte. Vraiment, il y a eu un essor en avant, après. Je sais pas quel est le. Je pense que la création de Madines était un des moments clés. Et t'avais la création de Blablacar, de Drivey. En tout cas, c'est les mots qui me viennent. Blablacar, Drivey, l'arrivée de Uber en France aussi. T'as quelques importations d'applications B2C qui ont commencé à éclore avec les nouveaux iPhones et tout. Et c'est un moment, en tout cas, moi, peut-être que je le fantasme, je le soumets à tes auditeurs, mais moi, c'est un moment que j'ai vu comme un boom. Genre, c'est un peu comme le buzz avec l'IA en ce moment, tu vois. Il y a un rapport à l'entrepreneuriat qui shift. Pour moi, c'est le moment où lever des fonds, c'est devenu entreprendre, tu vois. Ok. Alors que historiquement, c'était très, très marginal comme truc. Moi, je savais même pas ce que c'était qu'un fonds d'investissement. Ouais. Et t'as eu une hype de la startup avec la création de la French Tech aussi à l'époque, je sais pas quand ça s'est créé, mais tout ce moment-là où entreprendre c'était hyper hype, et pour entreprendre il fallait lever des fonds, et que tu sois dans la tech ou pas d'ailleurs, hein, tu pouvais monter un traiteur ou n'importe quelle autre boîte tout à fait terrain où la tech n'avait pas un avantage, en tout cas n'était pas l'objet même de la boîte. Et pourtant lever des quantités d'argent hallucinantes. Donc je fais ça pourquoi moi j'ai vécu ce truc de passage de l'industriel très à la papa, du coup comme faisait mais ça s'est matérialisé dans les faits, dans les chiffres. J'étais rentable de 2012 à 2016 avec une boîte qui faisait une croissance ok, et je suis passé de rentable à non rentable, significativement non rentable, en levant des fonds pendant 2-3 ans, mais en faisant une hyper croissance, donc avec une croissance du chiffre d'affaires assez significative. On a fait x10 en 4 ans. Mais avec du coup perte d'argent, maîtrise assez partielle du modèle d'accélération, beaucoup de naïveté, énormément d'erreurs, et tenu par l'ego. Il y avait je dirais que ce qui nous a tenu, c'est l'ego, c'est de ne pas faire d'erreurs fatales, c'est être suffisamment réactif, avoir au final un sens assez aigu là c'est une erreur qui ne peut pas nous mettre au tapis, et là on commence à rentrer dans une zone très rouge où il faut se mobiliser, et puis une part de chance aussi, je pense, on a réussi à lever suffisamment au bon moment,
qu'on a réussi à choper les bons clients au bon moment, à se séparer des bonnes personnes au bon moment, à recruter les bonnes personnes au bon moment. Dans l'entreprise, c'est une logique systémique où t'as quand même une part de trucs qui se passent. On aurait pu crever 10 fois, ça c'est sûr. Et t'as pas l'impression à ce moment-là, par rapport à ta relation à l'argent, où tu vois, tu me disais avant qu'on enregistre qu'en fait ta boîte c'était tout ton patrimoine, Ouais. de mettre justement en danger ce patrimoine. Parce que tu vois, est-ce que le truc de ok, en fait, je vais le faire grossir x10 parce que c'était un peu ça le but aussi, j'imagine, de faire grossir ta boîte et donc de faire grossir ton patrimoine, Pas tellement. valait, j'allais dire la peine. Je me demande comment tu l'as vécu, tu vois, avec le recul. J'imagine que c'était une grande lessiveuse ce truc, surtout si t'avais derrière l'idée que ok, ma boîte c'est mon patrimoine. En gros, je suis un peu en train de jouer tout ce que j'ai, quoi. C'est un peu carte sur table. Comment tu l'as vécu avec le recul? Avec le recul, je dirais que, comme je dis, l'impulsion première, elle est très liée à l'ego et au jeu. L'amour du risque, entre guillemets. Et puis même le fait que il n'y a pas de plaisir sans risque. Tu vois, que, en gros, faire un truc à la papa, là, pour le coup, ça me connecte. Hein, tu vois, c'est chiant, on s'emmerde. Et puis, c'est potentiellement la mort, tu vois. Ça sentait un peu la naphtaline. Grossir de 10% par an sur 10 ans, c'est chiant. Donc, on n'est pas à l'EHPAD, quoi. On va faire des trucs un peu... ça, c'est vraiment, je me reconnecte vraiment à ce moment de ma vie où je me dis, et je dis ça parce qu'avec mon associé à l'époque, on a eu cette discussion et je me souviens que lui était plus dans la partie, on construit un patrimoine, on garde nos parts. Oui, parce que c'est un chemin possible. Hein. Je tiens à le dire. Et bien sûr. D'ailleurs, moi, le jour où j'ai dit à mon père que je levais des fonds, il m'a regardé avec des grands yeux en disant, de quoi tu parles? T'as une boîte de propreté, tu vas lever des fonds de quoi? Exactement. Ouais. Et je lui ai expliqué, mais si, tu comprends pas, parce que regarde, machin. Et du coup, je lui ai montré la boîte aux US qui nous a inspiré, qui a levé. J'ai rechecké sur Crunchbase l'autre jour. En tout, c'est une boîte qui faisait exactement ce qu'on fait chez Clini, mais à New York. Ils ont levé 92 millions de dollars. Waouh! T'as levé combien, toi, à l'époque? Moi, j'ai levé 3 millions. Ouais. Mais avec 92 millions, je me demande vraiment ce que tu fais dans mon business. J'adorerais discuter avec le fondateur, qui depuis est devenu gérant de fonds, pardon. Bref, en tout cas, je me suis inspiré de ce mec-là à l'époque, ne comprenant pas grand-chose à ce que c'était qu'une levée de fonds dans les faits. Tu vois, je savais, pour moi, c'était on me donne de la thune pour que je grossisse et que je me paye mieux, quoi. Donc maintenant, je me rends beaucoup mieux compte des contraintes associées à cet exercice. Et j'ai perdu le fil de ce qu'on se disait. Je te demandais comment tu avais vécu justement un petit peu cette machine. Du coup, au début, on fait un truc que je trouve un peu chiant. Et on grossit et on se pose cette question-là. Je découvre ce mec-là et je découvre tout l'écosystème startup et ça me pique pour le coup. Mais je me souviens de ce moment-là, dans mon cerveau, en termes de souvenirs. C'est un instant où c'est comme un mec qui me foutrait une piqûre d'adrénaline dans le cul, tu vois. Je me dis, waouh, ça peut devenir ça, le truc. Là, on est sur un truc un peu plan-plan, un peu chiant. Mais ça peut devenir un truc hyper excitant. On peut se définir comme une boîte tech. On peut parler en millions plutôt qu'en dizaines de milliers ou en centaines de milliers d'euros. Et on peut parler européen. On peut s'étendre. Mon cerveau a fait un... C'était magnifique. En vrai, c'était très grisant, quoi. C'est un sentiment de ouf. Et pendant 2-3 ans, on a joué à la start-up et on a fait... on a pris des beaux bureaux, on a fait la teuf comme des mecs qui sortent d'école, quoi. Avec une ambiance de dingue et c'était très très grisant. Donc je l'ai pas vu comme une mise à risque de mon patrimoine, pas du tout. Au contraire, je l'ai vu comme, j'ai même pas au contraire, j'ai même pas réfléchi de manière patrimoniale en fait à ce moment-là. Ouais. J'ai réfléchi en mode comment est-ce qu'on se marre, tu vois. Ce qui est très présent chez moi dans l'absolu. Hein. Ouais. Même si je suis en ce moment très stressé, on se parlait. A posteriori, il y a beaucoup de stress et beaucoup de contraintes qui viennent rentrer, mais historiquement, je vis ma vie par rapport au plaisir. Donc, j'ai envie de prendre du plaisir, et le risque vient mettre une partie de tout ce qui est incertitude risque, ça crée quand même une tension positive dans la vie. Il faut juste que la jauge soit bien placée. Oui, parfois, je l'ai un peu tiré. Tu l'as poussé un peu vers le haut, quoi. Un petit peu. Ouais. Je me demandais un petit peu parce que à quel point tu es à l'aise de parler de la dette que tu as par rapport à ton père, parce que je trouve que ce sujet est passionnant. Écoute, je suis pas mal à l'aise. C'est juste, je suis pas encore
hyper au clair sur le sujet. Ok. Moi perso. Donc c'est très lié à ce qu'on se disait en préambule, mais mon père m'a aidé financièrement dans ma vie. C'est lui qui m'a filé les 10 premiers milliers d'euros. Enfin, c'est lui et ma mère. C'est avec mon père que j'ai ces relations-là. Mais pour le coup, si ma mère m'entendait, elle m'engueulerait en disant que c'est l'argent de la famille, ce qui est vrai. Ouais. Et donc... Mais c'est intéressant ce qui se joue là, parce que ce que tu viens de dire, en fait, c'est avec mon père que je vois ça, parce que si ma mère m'entendait, c'est l'argent de la famille. En fait, j'entends aussi que tu prends tout sur tes épaules quand il s'agit de ta propre famille, quoi. Ah ouais, alors du coup, on pourrait faire une psychanalyse en direct. Bah, Non, mais oui. Toujours un peu le cas. Très introspectif en tout cas. Mais donc, cette dette-là, mon père m'a aidé à racheter des parts de ma boîte à un moment hyper crucial. Donc, fatalement, je me sens très redevable. Fatalement, non. Enfin, en tout cas, oui. Moi, je me sens très redevable. Il s'avère que quand tu m'aides dans un moment où j'en ai vraiment besoin, et il y a plus forte raison quand t'es mon père, je me sens très, très redevable de ça. Et donc, c'est un sujet qui, je pense pas, je suis quasiment certain, je vais pas mettre des mots sur sa bouche, mais qu'il l'a fait pour m'aider dans une optique ou pour me soulager. Et sauf que c'est devenu une très grosse contrainte pour moi parce que je suis tellement redevable que dès que ma boîte a un pépin, je me dis que je pourrais foutre mon père dans la merde. Et du coup, ça crée un stress de dingue. Et ça me fait des réveils nocturnes. Des insomnies encore. Des insomnies encore, ouais. Quand tu perds un gros client, quand ma boîte perd un gros client, quand j'ai le sentiment, rationnel ou pas, que ça pourrait partir en sucette. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est que au final, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est que ma boîte aujourd'hui va plutôt bien. Bah oui. Donc évidemment, avec tous les aléas que l'entrepreneuriat comporte, mais globalement, une boîte qui n'a pas de risque à court terme. Et pourtant, encore pas plus tard que la semaine dernière, c'est insomnie parce que mon cerveau m'indique qu'il y a potentiellement un risque, parce qu'un tel client va renégocier, parce que un mec fait pas ce qu'il avait dit et que du coup on met, tu vois, et toute forme de risque, quelle que soit l'intensité rationnelle du risque, si je le perçois comme un truc qui pourrait mettre en danger mon patrimoine perso, du coup je le lie à la dette que j'ai vis-à-vis de mes parents et ça me fait réveil nocturne et j'ai un Excel qui s'active dans la tête et je me dis tiens et donc avec des solutions parfois merdiques, parfois moins merdiques, mais c'est... Ok. Tu m'avais dit à la fin du coaching que tu irais le voir. Tu peux me raconter pourquoi t'es pas allé ? D'aucuns diraient manque de courage. Non, je ne sais pas du tout. En fait, tu m'as rappelé cette promesse tout à l'heure. T'avais oublié. Et j'avais oublié la promesse. Ouais, oui, je me suis dit, j'ai des amnésies partielles qui vont dans le sens de ce que j'aime pas faire. Donc, vu que ça me fait un peu flipper et vu que je sais pas par quel angle aborder le truc, je le fais pas. Voilà. Mais heureusement que t'es là pour me rappeler que j'ai j'ai fait des promesses et que je dois m'y tenir. Non, c'est vis-à-vis de toi. Bien sûr, non, mais bien sûr. Vis-à-vis de toi, parce que oui, en fait, si en plus tu te rajoutes la charge de la dette de tes parents, quoi, tu vois. Oui, puis je pense que c'est l'inverse de ce pourquoi ils l'ont fait. Donc c'est assez paradoxal. Mais tu vois, t'es un gars qui a l'air d'avoir envie de bosser sur lui, qui a bossé sur lui, qui est en train de comment dire, de penser plein de choses. Mais pour moi, en fait, rien ne vaut à un moment donné le fait de se jeter dans le bain. Et qu'est-ce qui t'empêche d'aller dire papa, en fait, cette histoire de dette, là, je voudrais t'en parler parce que ça me tord le bide, en fait. Quand je t'entends le dire là, comme ça, je me dis, oui, évidemment. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a un frein qui... Je pense qu'il faut que je me foute un gros coup de pied au derrière et puis que j'y aille une bonne fois pour toutes et puis que je pose le truc. Mais je dirais que le sentiment qui me retient, c'est le sentiment de transférer la responsabilité. Tu vois, il y a un truc que j'aime pas chez les gens. J'ai un rapport, un truc que... c'est encore un peu radical comme truc, mais c'est la responsabilité absolue. Quand je fais quand je gère un truc et j'en prends la responsabilité, c'est ma responsabilité. Ok. Tu vois, j'ai pas envie de la déléguer. Et j'attends ça des gens aussi. Ok. Tu vois, je déteste quand les gens viennent me dire ouais, mais quand même, tu vois, c'est parce que machin. Donc je veux pas arriver avec soit j'arrive avec une solution, je pose un problème, mais j'ai une bride de solution, mais juste arriver avec un problème en lui disant t'as voulu faire un truc pour moi, tu me prêtais de l'argent, et ça génère du stress. Et du coup, la résultante et l'inverse strict de ce pourquoi tu l'as fait.
mais je te pose ça là et puis fais-en ce que tu veux. Du coup, potentiellement, après, là, j'anticipe. Que chez lui, ça peut générer de la tristesse, que ça peut générer de la colère, j'en sais rien. Enfin, un truc, en tout cas, qui n'est pas... Et du coup, je me dis, si t'as pas de solution, si t'as pas à minima quelques hypothèses pour que ce sujet se solutionne, tu la boucles et puis tu portes ta croix, quoi. Tu vas pas... Tu portes ta croix. Ouais, Sacré toi. Tu portes ta croix. Allez. Non, c'est ça, tu portes ta croix. Oui, mais bon, en tout cas, tu la boucles et puis tu trouves des solutions avant d'arriver avec ton problème. Tu vas déverser ton seau de purin sur le bureau. Mais c'est pas un seau de purin, c'est tes émotions. Oui, mais t'étais pas en train de venir lui dire. Qui se concrétise comme un problème. Ça me génère du stress et j'ai pas de solution à te proposer pour diminuer ce stress. En fait, le simple fait de lui partager. C'est déjà ouvrir une porte que t'as pas ouverte. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu sais pas. Tu sais jamais. Non, je suis d'accord. Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/ad-free podcasts. That's amazon.com/ad-free podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. Et tu vois, si en plus tu transposes comme tes parents, c'est encore super. Imagine-toi dans la posture de ton père, avec quand tu vois un de tes enfants aura ton âge, dans la même position, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Ils viennent te déposer le purin, tu aurais l'impression qu'ils viennent te déposer le purin s'ils venaient te livrer ce qui leur tord le bide. Je suis pas sûr. Alex, voyons. Non, je pense que tu as raison. Je le verrais certainement pas comme ça si j'étais de l'autre côté du... Non, je pense que le dialogue est toujours une manière de purger, ou en tout cas de traiter les sujets efficaces. Ouais. Dialoguons. Mais peut-être l'année prochaine. On en reparle en 2026. Je suis deg de pas t'avoir obligé à appeler ton père en direct. Écoute, qui dit qu'on ne le fera pas en déposant. Un peu comme ça tombe bien, il est derrière le rideau. Ça veut qu'il ressemblait un peu à Diffoul. Oh putain. T'es incroyable. Il y a autre chose aussi dont je voulais te causer. Est-ce que tu as envie de parler de ton conflit d'associés? J'en ai beaucoup parlé récemment. C'est vrai? Je voudrais pas dans des podcasts? Les gens. Ouais, podcast, okay. Conférences. Ah ouais? Oui, parce que c'est un truc en fait qui est totalement tabou dans l'écosystème entrepreneurial et qui pourtant est légion. Et moi, ce qui m'a gonflé, c'est que... Enfin, ce qui m'a gonflé. J'ai vécu ce truc-là avec un pote d'enfance. Je le vois partout, tout le temps. Parce que je suis dans un écosystème entrepreneurial en permanence. Donc je discute avec des entrepreneurs toute la journée. C'est quasiment mon job. Et sous le manteau, je compte plus le nombre de mecs qui, sachant que je l'avais vécu ou que j'étais en train de le vivre, venaient me voir. Ah, mais toi, comment t'as géré ce machin? Et il n'y a aucun plan de jeu, il n'y a aucun accompagnement. Donc c'est totalement tabou. Alors j'ai dit en France, parce que je connais pas d'autres écosystèmes entrepreneuriaux, je sais pas comment ça se passe aux US par exemple ou dans d'autres. Mais en tout cas, c'est quand même un des éléments qui amène le plus fréquemment des boîtes à la faillite, avec les product market fit. Ça c'est très en amont dans l'aventure entrepreneuriale. Et après les sujets de cash, notamment quand tu lèves des fonds ou quand tu souscris de la dette. Mais bon, c'est des sujets très techniques. Conflit associé, c'est un sujet humain qui moi me passionne. Parce que je pense qu'avec mon associé qui était un pote d'enfance, on a fait toutes les conneries possibles et qu'on a tourné deux forces qui sont notre complémentarité technique et notre confiance historique
en une faiblesse parce qu'on a complètement oublié de communiquer. Et donc, j'en parle assez aisément parce que déjà, l'eau a coulé sous les ponts et que moi, je lui en veux pas du tout. Et que je nous en veux pas non plus. Je pense qu'on a juste été deux gros gamins mal armés, pas forcément très bien entourés sur le sujet. Je me suis rendu compte aussi, parce qu'on a quand même des actionnaires et tout, des gens qui sont rompus à ces problématiques-là, que les conseils qu'on a reçus, putain, ça volait pas super haut, quoi. Bah ouais. Voire ont été très contre-productifs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un truc sur lequel les gens doivent se militariser, quoi. Faut créer des patterns. En fait, c'est un truc qui est tellement fréquent. C'est valable dans l'association. Et puis je te dis, franchement, c'est valable dans le couple aussi, tu vois. Bah ouais. Pour moi, c'est pareil qu'un mariage. C'est pareil qu'un mariage. Et puis j'extrapolerais sur la parentalité, la gestion du conflit avec tes enfants et tout. Enfin, je suis en plein dedans. Du conflit, du rapport à la confrontation quotidienne, l'autorité, au dialogue, à l'autorité. Ça, c'est des trucs. Il y a assez peu, ou peut-être moi j'y ai peut-être pas eu accès, mais en tout cas je trouve qu'il y a assez peu de littérature, il y a assez peu d'accompagnement. On n'est pas formé à ça. Et on devrait dire en fait, une association, c'est une porte ouverte au conflit systématique. Ah mais c'est sûr. Systématique. Il y a aucun monde où tu t'associes avec un mec dans un écosystème entrepreneurial à plus forte raison en hypercroissance, parce que quand tu as levé des fonds, tu es censé... et où tu te frites pas, sinon quotidiennement, en tout cas fréquemment. Et sauf que t'es pas armé pour le faire. Bah, je trouve ça naze. Donc j'essaie, moi, modestement, de contribuer juste en éveillant, en disant, les gars, si vous êtes associés et que vous vous prenez la tête, rien de nouveau sous le soleil, et il y a des clés pour le gérer, et ne culpabilisez pas, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas merdique, ne pensez pas que l'autre est un connard, parce qu'en général, c'est réciproque. Ouais. Et en revanche, penchez-vous dessus, parce que c'est non seulement normal, mais il y a vraiment des clés pour le gérer. Par contre, il faut s'y mettre. Et surtout, il y a un sujet d'argent. Bien systématique sûr. Au milieu. En tout cas, il faut le mettre sur la table. C'est typiquement de quoi tu as envie comme argent, qu'est-ce que tu as envie comme argent, ça représente quoi pour toi l'argent. Et en fait, c'est marrant parce qu'on réfléchit à monter une offre de coaching, tu vois, sur le sujet en amont, tu vois, avec des actionnaires, avec des associés en fait, parce que pour moi, c'est vraiment primordial, quoi. Je le voyais faire un pouce en l'air. Mais est-ce que tu as la sensation que l'argent est venu jouer un rôle entre vous dans... Ça a été un sujet fatalement puisqu'on était associés et que la boîte a une valeur et que la valeur, il a fallu en discuter au moment où on s'est séparés. Je pense pas que ça a été... Enfin, mon sentiment, bah, évidemment, je peux pas parler, mais je l'ai pas vécu sous cet angle-là. Je l'ai beaucoup plus vécu comme un sujet d'ego, comme un sujet avec énormément d'affect, comme des sujets de vision du monde différentes, comme un rapport à l'échec. Il y avait à la honte, à la culpabilité, dans un moment de tension qui n'était exogène, qui était aussi le Covid, avec énormément de stress. Et donc l'argent est venu s'infiltrer dans l'équation, mais très en aval du sujet. C'est pas du tout le point de départ du truc. Pas du tout. Parce que tu vois, tu me disais que lui était plutôt parti pour avoir une boîte avec 10% de croissance, etc., tranquille, alors que toi, tu voulais partir à la retraite à 35 ans. T'as pas la sensation qu'à ce moment-là, déjà, il y a un truc qui se joue ? Oui, mais qui n'est pas lié à l'argent. C'est ce que j'appelle vision du monde. C'est le rapport au risque, le rapport au jeu, le rapport à... quel niveau d'intensité je veux mettre dans ma vie, mais c'était pas forcément financier. En tout cas, encore une fois, je parle vraiment que pour moi. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. Je me suis dit, et d'ailleurs, c'est marrant, puisqu'on parle de ça, on a fait un MBTI, tu vois, le test de personnalité. MBTI. Et c'est vrai qu'on avait deux manières d'appréhender le monde qui étaient très différentes. Et du coup, c'est venu se matérialiser dans ce moment-là. Moi, je suis plus grande gueule, donc je l'ai plutôt embarqué dans mon truc. Et à la fin, on en a rediscuté. Et c'est vrai que c'était pas forcément là vers quoi lui tendait, mais il y a aussi ce côté grisant. Donc j'ai réussi entre guillemets, sans vraiment le vouloir, mais à l'embarquer dans mon truc. Mais on n'a jamais vraiment parlé du côté financier de la chose. C'est plutôt le rapport à combien de personnes tu manages, quel niveau de risque tu veux vivre au quotidien, quel niveau d'emmerde aussi tu veux vivre au quotidien. Parce que plus tu grossis vite, plus tu gères un nombre d'emmerdes colossal au quotidien.
Donc c'est plus ça, tu vois, c'est quelle boîte je veux faire, mais au sens quel quotidien j'allais dire je m'inflige. C'est un peu violent, mais dans quel quotidien je choisis d'avoir, et je pense que c'est de ça qu'on parlait, tu vois, un truc un peu plus tranquille, et a posteriori je comprends maintenant, tu vois. Comment ça tu comprends? Bah, je me dis que là, à presque 40 ans, c'est un quotidien un peu moins intense et un peu plus tranquille, j'allais dire pépère, encore une fois, mais oui, je comprends que c'est pas idiot non plus, tu vois, de pas vivre dans le stress permanent, dans la course à l'échalote, dans la tension, l'intensité. Mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, j'étais boulimique d'intensité, tu vois, je parlais de ça, tu vois. Donc, parlons d'intensité. L'un des trucs sur lequel on est venu très vite, c'est la mort, pendant notre fameuse soirée. C'est ma passion. Et tu vois, pour moi, c'est un grand tabou. C'est aussi tabou que l'argent, quoi. C'est-à-dire que de la même façon que la mort est présente dans nos quotidiens en permanence, ou en tout cas, peut-être la peur de la mort, ou peut-être au fond, on sait tous qu'à un moment donné, deep down, plus ou moins, de façon plus ou moins consciente en tout cas, qu'en fait notre vie s'arrête. L'argent est présent dans notre quotidien en permanence, et pourtant on n'en parle pas. En quoi, pour toi, ton rapport à la mort est lié à ton rapport à l'argent? Il y est lié de manière, je dirais par la négative, c'est que je ne... Là, c'est le moment un peu glauque. Moi, je pense à la mort depuis tout petit, tout le temps. Tout le temps. Donc, j'essaie pas glauque, hein. Pourquoi tu dis que c'est glauque? J'imagine que les gens sont pas naturellement enclins à discuter de ces sujets, parce que c'est des sujets qui font flipper. Parce que la mort, c'est pas un truc... sa propre mort et la mort de ses proches, c'est quand même des choses qui sont des angoisses fondamentales. Mais je suis d'accord qu'il faut en parler, c'est hyper important. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, normalement, à moins que tu sois Highlander. tu devrais passer par là. Et donc moi, j'y réfléchis depuis tout petit, plus comme... Mais tu vois, ça vient vachement jouer dans mon... Quand je te parle d'intensité, de vivre, de faire des trucs, j'ai un peu... Moi, jeune, je vivais un peu ma vie comme une bucket list en me disant coffre, prends un maximum, parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Tu vois. Et t'as d'où cette peur de la mort? Mon grand-père qui a été déporté, qui a fait 2 ans de camp. Du coup, quand t'as été éduqué par un monsieur qui a vécu ce genre de truc, fatalement, ça conditionne un peu. Donc, un rapport à la mort permanent avec une réflexion de toute façon, ça passe vite. Mais c'est marrant, j'ai toujours eu, même très jeune, des réflexions de vieux. En tout cas, ça passe vite, donc faisons des choses et marrons-nous. Et quand t'es jeune et seul, c'est très bien. Et quand je te dis après famille et tout, ça devient un mindset qui est un peu différent parce que tu réfléchis plus que à ta mort, mais tu réfléchis aussi à celle de tes proches. Et ça génère d'autres types d'angoisse. Donc le rapport à la mort par rapport au rapport à l'argent, je dirais que à chaque fois que je pense à la mort, je me dis l'argent, je m'en tamponne. Je me dis c'est pas le sujet, tu vois. C'est le sujet, c'est bien vivre, aimer les gens que t'aimes. Et du coup, ça me rappelle, c'est plutôt un rappel à l'ordre. C'est de me dire, en fait, t'es plutôt là pour aimer les gens que t'aimes, pour passer des bons moments et être bien entouré. Et puis l'argent, l'argent, ça va, ça vient. Ça me rend plus philosophe. Mais t'as raison, c'est un hack que j'utilise pas assez. Je compartimente à chaque fois les deux sujets, mais je devrais m'appuyer un peu plus sur cet outil qui est la réflexion sur la mort pour mieux appréhender mon rapport à l'argent. Mais surtout, ce que j'entends, c'est que derrière cette réflexion et cette peur, en tout cas cette réflexion sur la mort, une forme de peur de mourir, il y a surtout une envie de bouffer la vie, quoi. Ouais, oui, qui est très liée, ouais. Maintenant, j'essaie d'apaiser cette envie de bouffer la vie en la reliant à la mort et juste profiter de la vie comme d'un plaisir simple. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas forcément la même façon de bouffer la vie à 20 ans qu'à 40. Tu vois, non. Là où tu disais, ok, je pourrais juste aller faire un run, plutôt que de faire des Ironman, je pourrais faire un run avec mes potes et manger une côte de bœuf, tu vois. Ok. C'est vrai. C'est un truc qui peut te faire kiffer de ouf à 40 ans, là où à 20 ans, tu te serais dit, bon, ok, c'est bon. Il y a toujours ce parasite de la comparaison et de la référence externe. Du coup, on va quand même faire alors moi je fais pas des Ironman, je fais des semis. Sorry, j'ai pas... Mais non, parce que sinon je vais me faire charrier. Tu vas te faire charrier par tes potes. Ouais. Oh, putain. Donc non, mais oui, c'est un peu toujours. On est toujours dans ce petit concours qui agit. Il y a des réminiscences, il y a des résurgences.
Comment tu peux faire pour t'en libérer de ce concours, tu crois ? Je me focaliser, enfin, c'est un recentrage sur soi, c'est qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, pourquoi je le fais pour moi, à quel moment je suis vraiment dans le plaisir et à quel moment je suis dans la contrainte pour avoir des perfs sur Strava qui sont pas tellement en plus, qui ne justifient pas que je m'en enorgueillisse, donc ouais, arrêter Strava, jeter ma montre par la fenêtre et puis aller juste courir pour le plaisir, mais du coup là ça pose d'autres questions, tu vois, est-ce que ça me fait vraiment plaisir, tu vois, est-ce que j'aime vraiment ça, qu'est-ce que j'aime vraiment, faut bosser des trucs, mais c'est des bonnes questions à se poser d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait les choses en général, c'est pas con de se demander avant de faire. C'est des questions pour ta quarantaine. Exactement, ouais, on arrive sur cette fameuse crise. En tout cas, pas une. C'est marrant parce que, ouais, c'est pas une crise en plus, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu t'y prépares. Là, ça fait un moment. J'ai l'impression que tu mets en place les pièces du puzzle, tu vois. Ouais, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas une crise, juste un petit moment introspectif, un ajustement. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? Non, pas vraiment. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On aurait pu parler déménagement, on aurait pu parler... Est-ce que Paris est une bonne ville pour s'épanouir ? Ça sera pour un épisode prochain, ça. Mais ouais, non, c'était très, très riche. Merci pour cet échange. Avec grand plaisir. Je relis les notes là et j'avais noté « Je suis performant même sans souffrir », tu vois. Ouais, bah ça, le rapport à la souffrance. Peut-on performer ? Peut-on être rewardé ? Peut-on obtenir des choses sans souffrir ? C'est que moi j'ai une croyance qui est que tout passe par la souffrance. Mais c'est une croyance, c'est une histoire qu'on t'a racontée et c'est des trucs qu'on t'a inculqués dans ta famille depuis tout petit, quoi. Ouais, c'est très... Famille d'immigrés, tu vois, il faut en chier, quoi, faut bosser, quoi. C'est une vision du monde. J'essaie de m'en affranchir tranquillement. En tout cas, ça reste présent. T'es sur la bonne piste, le bon chemin. Où est-ce qu'on peut te contacter, Alex ? LinkedIn, Strava. Abonnez-vous au Strava d'Alex. LinkedIn essentiellement, et puis par mail. J'ai un mail très simple, alexandre@clini.fr. Ok. Je mettrai ton LinkedIn dans les notes du podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci cool. à toi. Merci Fab. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.